Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce club francophone, votre émission consacrée aux livres et à la francophonie. Je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de TV Monaco avec ce rayonnement international à travers nos séquences, nos entretiens et reportages avec de grands auteurs. Vous allez vous informer, réfléchir et voyager avec nous. Aujourd'hui, pour notre grand entretien reportage, nous serons avec Chantal Thomas de l'Académie française. Nous parlerons notamment de son plaisir de la nage au bord de la Méditerranée. D'une certaine façon, la plage, c'est mon lieu naturel, donc ça me paraît normal d'être sur la plage. Ah oui. C'est plutôt quand je me promène dans la rue ou dans un parc que je me dis, tiens, je suis là. Et sur une plage, j'ai envie de simplement rester là parce que c'est le lieu de toujours, non ? Chantal Thomas vous fera quelques confidences inattendues sous le soleil de Monaco. Et puis votre club de lecture avec des passionnés de livres, dont une jeune lectrice lycéenne, une lectrice passionnée et les pépites des libraires. On commence cette émission avec un détour par la ville de Hyères. Nous y avons rencontré l'écrivain Marc Lévy pour un podcast radio entre la radio et la télévision. Voici un extrait de cet entretien en son et en images. Bonjour Marc Lévy. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va bien et vous ? Très bien, écoutez, on est dans un lieu magnifique, dans les anciens locaux de la Banque de France, ici à Hyères dans le Var. Un bâtiment qui a été entièrement restauré pour en faire un musée avec des œuvres d'artistes locaux. On est sur des oranges ici, qui ont été créées, imaginées par un artiste de Carqueiranne, pas très loin d'ici. Et juste en bas, il y a une exposition d'Andy Warhol. Alors j'ai pensé à vous, parce que vous, le New-Yorkais, influencé forcément par l'énergie artistique de New York, ça a inspiré votre œuvre, la ville de New York d'ailleurs ? Beaucoup. Beaucoup parce que c'est une ville de très grande diversité, de grande inclusion. C'est une ville où on entend parler plein de langues dans la même journée. C'est une ville où cohabitent énormément de communautés. Il y a 330 communautés ethnies différentes qui forment l'identité, la culture et la vie. Donc c'est une ville où... c'est une des rares villes, je crois, où on peut être, arrivé en tant qu'étranger et finir par se sentir chez soi et comme faisant partie vraiment de la ville. Donc oui, c'est une ville qui m'a beaucoup inspiré. Alors, il y a votre nouveau roman, le 26e, Marc Lévy déjà, 26 romans, La librairie des livres interdits, qui raconte la vie d'un libraire confronté à une nouvelle loi, la loi HB 1467, qui a banni certains livres des librairies et des bibliothèques. On ne peut plus les publier, on ne peut plus les vendre, ni en parler, même les lire, faute de quoi on part en prison. Oui. Alors, on peut croire que c'est une dystopie, mais il faut savoir qu'actuellement aux États-Unis, dans les États républicains, ce sont près de 14 000 livres qui sont interdits d'accès dans les bibliothèques publiques et les bibliothèques scolaires aux moins de 18 ans. Et parmi ces livres, on trouve tous les romans de Toni Morrison, les romans de Steinbeck, le journal d'Anne Frank, Fahrenheit 451 et un nombre de romans extrêmement importants qui ont été bannis par les politiques et par les idéologues conservateurs. Donc ce roman, La librairie des livres interdits, c'est un roman sur le pouvoir des livres, sur l'amour des livres et sur la raison pour laquelle les livres font si peur aux autocrates. Alors, en tout cas, c'est incroyable, parce que c'est vrai, vous le dites, en Floride, cette loi, elle existe. Elle a été reprise en plus avec des gouverneurs qui ont interdit 1477 livres. Il y en a plus de 14 000 livres, oui, plus de 14 000. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 15 000. Les États du Missouri, de l'Utah, de Caroline du Sud, tous ont repris cette loi. C'est fou. Oui, d'ailleurs, dans l'Ohio, ils poussent le bouchon un peu plus loin et on se rapproche encore un peu plus du bouquin, puisque dans l'Ohio, les républicains proposent maintenant de criminaliser les bibliothécaires et les libraires qui enfreindraient cette loi, donc cette loi de censure, et donc de les mettre en prison. Mais ça va encore plus loin aujourd'hui parce qu'effectivement, au prétexte de lutter contre la pornographie dans les écoles, par exemple, on veut désormais interdire tous les livres qui mentionnent le corps ou la nudité, c'est-à-dire que même les ouvrages pédagogiques sur la santé et l'anatomie risquent ou sont interdits. Oui, c'est ça. Les livres de sciences naturelles doivent être corrigés, rectifiés pour que le corps n'apparaisse plus et pour que toute mention
aux parties génitales et sexuelles de l'être humain ne soient plus mentionnées. Il y a comment vous dire, les dictatures ont toujours eu besoin de s'appuyer sur une idéologie, en général une idéologie ultra-conservatrice et religieuse. Bien sûr qu'il y a des contradictions énormes, puisque le même gouverneur de Santis et les mêmes gouverneurs républicains qui veulent interdire les manuels de sciences naturelles pour protéger les enfants ne veulent rien faire pour légiférer sur les armes à feu et protéger les enfants des tueries qui sont quasi hebdomadaires. Donc évidemment qu'il y a une hypocrisie. Mais c'est pour ça qu'il est, je trouve, très important d'être chacun en résistance par rapport à ces obscurantistes et de ne pas les laisser faire. Finalement, si les lois dans ces États républicains ont pu passer, c'est parce que les constituants les ont laissés passer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ce qui se passe actuellement aux États-Unis, parce que Trump étant allé trop loin pendant ces 100 premiers jours, il a provoqué un sentiment de colère même chez les républicains, chez les électeurs républicains, et maintenant dans beaucoup d'États, les gouverneurs et députés républicains ne peuvent plus tenir d'assemblée publique parce qu'ils sont malmenés et sifflés par leurs propres constituants et leurs propres électeurs. Merci Marc Lévy, merci. La librairie des livres interdits est parue aux éditions Robert Laffont en coédition avec Versilio. Merci à vous. Merci à vous. Le livre de Marc Lévy, La librairie des livres interdits, est donc paru chez Robert Laffont, Versilio. On part à présent au bord de la mer avec Chantal Thomas de l'Académie française. Son goût affirmé pour la nage va vous étonner. Face à cette mer Méditerranée avec une passionnée de la mer, passionnée de l'eau. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour Emmanuel Terrade. On a mis nos lunettes de soleil parce qu'il y a une très forte réverbération. Oui. Vous êtes très sensible à la réverbération, donc du coup je suis solidaire, mais on les enlèvera après. Voilà, je tiens à rassurer tout le monde. On va voir vos beaux yeux tout à l'heure. Alors on vous connaît pour Les Adieux à la Reine, un formidable livre qui avait été adapté au cinéma en 2002 avec grand succès. Ce que l'on sait moins de vous, c'est que donc vous entretenez une passion pour la mer et pour la nage. Journal de la nage, paru en 2022, L'étreinte de l'eau, sorti plus récemment. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez l'eau, quand vous êtes dans l'eau ? Quand je vois l'eau, je ressens vraiment l'envie de plonger. Oui. Et quand je suis dans l'eau, alors là, chaque bain est singulier, chaque bain est unique. Oui. Bon, on va en parler parce qu'on va aller au bord de l'eau. On va essayer de toucher l'eau même, peut-être, on va voir. Vous êtes membre du jury du prix Prince Pierre, ici à Monaco. C'est pour ça qu'on est d'ailleurs à Monaco avec vous aujourd'hui. Monaco, terre de culture, terre d'écriture aussi, qui brasse depuis très longtemps les écrivains, les artistes. Qu'est-ce qu'il représente ce prix pour vous ? Pourquoi vous avez accepté d'y contribuer ? J'ai accepté par rapport à quelque chose que vous venez de dire, c'est que pour moi Monaco c'est le sud. Oui. Et d'une manière plus précise, je suis très sensible à Colette et au séjour répété qu'elle a fait à l'hôtel de Paris, invitée par le prince Pierre de Monaco. Et il y avait une continuité pour moi. Il y a un petit livre d'ailleurs qui est sorti à ce propos, qui a été édité par Monaco. Voilà. Et il y avait une continuité pour moi et je trouve ça très beau. Alors, membre de l'Académie française aussi, depuis juin 2022, vous avez été reçu par Dany Laferrière et au lieu d'une épée, vous avez choisi un éventail, Chantal. Oui, et je m'en félicite. Vous avez été très fière de ça. J'en suis très contente. Alors, il faut savoir que les académiciens ont une tenue très réglementaire, que vous faites fabriquer vous-même, et il y a toujours une épée. Sauf que dans le règlement, ce n'est pas obligatoire. Exact. Vous avez découvert ça. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire pour les femmes. Oui. Dans la mesure où les femmes, c'était inconcevable. Donc, il n'y avait rien de prévu pour elles. C'est-à-dire la porte ouverte à toutes les possibilités. Voilà. Pourquoi l'éventail alors ? Parce que, pour beaucoup de raisons. D'abord, je suis très attachée au Japon. Et je trouve que l'éventail, c'est un peu l'antithèse de l'épée, d'une façon. C'est ça. Puisque c'est la légèreté même et un temps de loisir et sous le signe du raffinement poétique. Et aussi au Japon, l'éventail était porté par les hommes et par les femmes. Donc, alors vous savez que c'est aussi signe de combat.
Oui, c'est pour ça. Au Japon. Oui, voilà. Parce que les Japonais avaient, enfin dans les anciens temps, vous savez mieux le raconter que moi, mais ils avaient des éventails qui étaient blindés, c'est ça? Oui, Pour se protéger? oui, Pour oui. communiquer aussi? Pour communiquer aussi, oui, oui. Et donc, c'était les hommes et les femmes. Bon, on va se diriger vers une sculpture que j'aime beaucoup ici à Monaco. C'est Bernard Bézina qui a fait cette œuvre, 3 éléments, qui a été installée en 2023. Juste ici, on va aller la voir. Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou dans la vie, Chantal? Par exemple, mon premier voyage en autostop, j'avais 17 ans et je suis partie avec une amie du lycée en Espagne et on est arrivé jusqu'à Gibraltar et après on a pris le bateau sans vraiment savoir où on allait. Ah oui, Oui, c'était étrange cette confiance. Je pense que c'est quelque chose aussi de ces années-là. oui. Il y avait une extraordinaire... il y avait, Sentiment de sécurité. la méfiance n'était pas Mm. dans l'air du temps. Au contraire. Ouais. Et comment ça se fait qu'à cette époque, il y avait cet état d'esprit-là et Parce qu'il- qu'aujourd'hui, on se sent en insécurité partout? Je crois que cet état d'esprit, qui était l'état d'esprit mai 68, Oui. disons pour cerner un peu, même vaguement, Mhm. il était en réaction contre l'attitude des parents et contre une rigidité. Ah oui, Et je crois que les parents qui étaient très... ils faisaient ce que leurs parents avaient fait. ouais. Donc il y avait tout un poids de tradition. Et je crois que l'idée et l'envie, c'était de partir ailleurs, Ouais. Et donc de De faire faire- confiance, de faire autre de chose. se faire Oui, confiance, d'imaginer que les autres, on pouvait avoir confiance en eux. Oui, Et ça a contaminé tout le monde, c'est ça? Exactement. Oui. Et au fond, on ne se posait même pas la question, je crois. Ouais. Oui. Bon, la période estivale, quand elle arrive, Chantal Thomas, quand vous voyez le soleil se pointer, quand la mer commence à être accueillante, c'est une renaissance pour vous? C'est une... Oui, alors Vous avez l'impression de revivre des moments mais réjouissants non, j'ai l'impression que le présent me comble. à ce Donc, moment-là? Oui, Ouais. donc j'ai pas du tout le sentiment d'un retour, mais j'ai le sentiment que c'est à nouveau, tout est là, Ouais. devant moi. Ouais. Et je pense que c'est la mer qui donne ce sentiment aussi, parce que, on l'a dit souvent, mais aucune trace ne s'inscrit sur l'eau. C'est vrai. Et donc l'eau, c'est l'image même du perpétuel recommencement. C'est vrai. Sans le poids du passé, sans la blessure. Ça lave. Ça lave de tout. Au fur et à mesure, Mm. oui. Bon, allez, on va y voir. On va toucher l'eau. On va toucher Allez, l'eau. on y va. On va se laver un peu. Bon, les mains, parce que là, il ne fait pas assez chaud, hein, mais les mains ou les pieds maximum. On va dire qu'il y a pire comme entretien, Chantal Thomas, avec cette mer juste à côté. On est sur la plage. Et quand vous êtes sur une plage comme ça, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Mais j'ai l'impression d'avoir grandi sur une plage. Donc, d'une certaine façon, la plage, c'est mon lieu naturel, donc ça me paraît normal d'être sur la plage. Ah oui, C'est plutôt quand je me promène dans la rue ou dans un parc que je me dis, tiens, je suis là. Mais sur une plage, j'ai envie de simplement rester là parce que c'est le lieu de toujours, non? c'est Et le la lieu plage, de toujours. Oui, et la plage, dans toutes les villes, c'est une sorte de, comment dire, d'intervalle Ouais. qui appartient plutôt à la nature. Et c'est très, très troublant. À Rio de Janeiro ou Nice, ou toutes les grandes plages qui longent un boulevard, tout d'un coup font intervenir une immensité, quelque chose qui n'appartient pas à la cité, en fait. Bon, vous écrivez, lorsque l'on nage, on finit par se tranquilliser. On oublie l'immense volume d'eau qui s'étale en dessous de soi. Ce qui est en dessous, donc, ne fait pas peur. Non. C'est ça que vous expliquez. Exactement. Parce qu'on l'oublie. Exactement. Ben, c'est un peu... Exactement. Mais il y a énormément de choses en dessous qui ne nous font pas peur. On vit avec tout un volume il faut mieux qu'il nous porte plutôt qu'il nous angoisse.
Alors vous allez très loin parce que vous racontez des voyages en hiver au Japon, Oui, en Argentine aussi, dans le delta du Tigre, oui, avec des eaux grises, des eaux troubles, une catastrophe. Vous voyez, couleur café, où on imagine tous les crocodiles de la planète. Eh bien Chantal, elle va dans l'eau, ça oui. vous attire quand même. Non, ça ne m'attirait pas, mais c'était tellement extraordinaire d'aller sur les rives du Tigre, cette maison qui était prise justement dans les arbres. C'était extraordinaire vraiment. Et il y avait un petit ponton qui avançait dans le fleuve. Ouais. Et j'ai résisté parce que je ne me sentais pas bien, je ne savais rien de ça. Et j'ai sauté quand même et c'était génial. Ah oui. Parce que l'eau est très douce et Et puis vous dites que la plage, au final, ça donne confiance, ça peut donner confiance en soi. En tout cas, vous, ça vous a donné confiance en ah vous. oui, oui, je pense que j'ai eu le sentiment que cette étendue vaste et magnifique m'était une compagne. Et donc rien de très très nocif pouvait m'arriver. Oui, ça m'a donné confiance. Vous avez pris confiance dans quel domaine? Mais justement, savoir nager, par exemple. Ouais. Et je pense que Ça, c'est important. c'est une des choses très tristes que tant de femmes, et aussi dans certains pays, tant de gens ne savent pas nager. Il y a des enfants qui ont du mal à nager. Ouais. Voilà. Et maintenant, justement, on le sait, c'est un problème en France, où il y a eu énormément de noyades cet été, Ouais, ouais. parce que les enfants ne savent pas nager, Ouais. par manque de piscine. Ouais. C'est quand même Manque de essentiel. piscine, manque Oui. Parce que d'éducation, et du coup, je pense que nager, c'est vrai, donne confiance. Et donne confiance dans son corps et dans l'harmonie de son corps. Bon, on serait bien allé nager, mais Oui, on est un peu trop habillés pour ça. oui, c'est ça. Je vais bouger un peu là parce que La prochaine fois, on ira nager. c'est ça. Vous allez où, Chantal? Ben là, je bouge un peu là. D'accord. Bon, bah merci, Chantal Thomas. Ciao. Et je vous conseille ce livre de Chantal Thomas, L'étreinte de l'eau, paru aux éditions Artaud, si vous aimez la nage et la mer notamment. Et voici notre club de lecture avec une lectrice, une lycéenne et une libraire pour les pépites des libraires. Bonjour Jessica Couder. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure de lettres classiques au lycée Nicolas Barré de Monaco. Quel est le livre qui a marqué votre vie, en tout cas qui l'a illuminé à un moment de votre vie? Alors, c'est un des derniers livres que j'ai lus ces derniers temps. Donc c'est récent. C'est très récent. C'est un livre de Paul Gagné. Ouais. C'est un des demi-finalistes, je crois, du prix Goncourt 2025. Et pourquoi ce livre? D'abord parce que on a entendu parler par les médias, etc. Et ensuite parce que mes élèves de lycée en parlaient entre eux. Et quand je leur ai demandé ce qu'ils en avaient pensé, ils ont dit « Madame, c'est extraordinaire, il faut que vous le lisiez ». Donc je me suis laissée porter par eux. Et c'est un livre qui m'a particulièrement interpellée. Alors c'est un témoignage, plus qu'un roman, et c'est très intense. Exactement. En quelques mots, le résumé? Alors, Paul Gagné, journaliste français d'une trentaine d'années, a perdu sa maman en 2012, je crois, dans un accident de la circulation, d'où la collision. Et des années plus tard, il revient sur le récit de cette collision, mène une sorte d'enquête pour essayer de comprendre comment cet accident, qui n'en est pas vraiment un, a pu se produire. Et l'écriture est assez particulière parce que c'est à la fois une forme d'enquête et puis une introspection, une entre recherche. le journalisme et la confidence. Exactement, c'est un peu exactement, sans jamais sombrer dans le pathos. Et ça vous a bouleversé? Alors ça a créé chez moi tout un tas d'émotions très différentes, de la colère, de l'agacement, et puis des interrogations en me disant oui, finalement moi en tant qu'enseignant, est-ce que j'aurais pas un rôle à jouer? Voilà, ça m'a bouleversée dans ce sens parce que ça fait une peinture de notre société assez marquée, des sortes de confrontations de classe sociale, des confrontations de culture, et ça m'a vraiment donné à réfléchir. Et vous allez le garder en vous, c'est ça? Je vais le garder en moi. Vous pensez qu'il va rester en vous longtemps? Je pense qu'il va rester en moi dans la mesure où je l'ai conseillé à pas mal de personnes dans mon entourage et que j'espère bien qu'on va en parler et que ça va susciter des moments intenses de discussion.
Bon, fabuleux conseil en tout cas, Jessica. La collision qui était en lice pour le prix Goncourt fin 2025. Il était beaucoup soutenu d'ailleurs par les lecteurs, mais le jury a tranché pour Laurent Mauvigné, comme vous le savez. Et les lycéens auraient pu le couronner pour le Goncourt des lycéens, mais c'est Natacha Apana qui l'a emporté. On salue Natacha, qui est une grande autrice aussi. Merci Jessica Couder pour ce conseil de lecture fortement soutenu par les lecteurs. Place aux libraires dans cette émission, avant de donner la parole à Clotilde, notre lycéenne qui est avec nous et qui va lire certainement Pierre Gasnier. On a une libraire du Québec cette semaine. Bonjour Josiane Letourneau. Bonjour Emmanuel Kérad. On se connaît bien, comme chacun sait, vous êtes libraire dans la librairie Mediapol de Montréal et vous êtes donc notre fidèle libraire canadienne-québécoise. Allons-y pour notre petit jeu de la séduction. Vous avez 2 minutes avec 2 pépites, 2 livres que vous avez choisis. Ah oui, la première pépite, en fait, c'est la première bande dessinée d'un auteur qui s'appelle Jimmy Suzanne, qui a publié à la Pastèque, en fait, Migration. Et c'est une bande dessinée, d'une part, déjà visuellement magnifique, et qui raconte, en fait, l'histoire de ses parents qui ont immigré au Québec dans les années 70, comme beaucoup d'Haïtiens, en fait, sous la poigne, en fait, sous la dictature de Papa Doc et ensuite Bébé Doc. Et il va un peu soutirer à sa mère l'histoire familiale qui précède sa naissance. C'est violent, c'est brutal, évidemment, mais c'est plein d'amour, plein d'humour. Ah, c'est magnifique, en fait, au niveau du dessin, j'ai été séduite. C'est visuellement, c'est plein de références, c'est savoureux. C'est définitivement une bande dessinée que vous allez vouloir avoir dans votre bibliothèque, Emmanuel. Alors ça, si c'est pas bien vendu, je ne sais pas ce que c'est qu'un libraire qui vend bien les livres, avec une confrontation effectivement des émotions. Ça a l'air très intéressant. Je vais tout de suite aller jeter un œil. On termine avec un roman, Josiane ? Oui. L'un des grands coups de cœur de l'automne pour moi, la Maison du Rang Lynch de Alexis Morin aux éditions Le Cartanier. Alexis Morin qui a déjà gagné le prix des libraires avec Ouvrir son cœur. Cette fois-ci, elle nous amène dans la fiction. C'est un premier volume d'une trilogie. On est à Wilford Mills. C'est en fait une ville imaginaire qu'elle a créée dans les cantons de l'Est et on est dans les secrets et les fantômes de la famille McCabe. C'est une histoire qui est habitée. C'est une histoire comme un objet qu'on regarde sous toutes ses facettes. Elle a cette facilité-là de nous raconter, de nous immerger dans cette atmosphère. L'écriture est méticuleuse, la structure est formidable. Honnêtement, j'ai déjà hâte de lire le 2e volume et c'est un livre que j'ai pas voulu terminer. Mais c'est un gros livre ? Ça a l'air énorme, non ? Non, absolument pas. D'accord. Non, parce que à peu près quoi, les gros livres avec 350 pages, oui, quand même. Non, mais ça passe comme ça, je vous le dis. Ça passe comme ça. Bien. La Maison du Rang Lynch, c'est ça ? Lynch, exactement. Aux éditions Le Cartanier. Je sais que vous aimez cette maison d'édition. Merci Josiane Letourneau, merci beaucoup. Nous laisserons sur Internet les références de vos choix. Je rappelle que vous êtes libraire à Montréal, dans la librairie Mediapol. Je vous embrasse, à bientôt Josiane. Je vous embrasse aussi. Nous donnons aussi la parole aux lycéens dans cette émission chaque semaine. Bonjour Clotilde. Bonjour. Tu as 17 ans, tu es en terminale au lycée Albert Ier de Monaco. Exactement. Quel est le livre qui a illuminé ta vie, toi ? Eh bien, pour moi, c'est j'ai 8 ans et je m'appelle Jean Rochefort, de Adèle Fugère. Ouais. Je l'ai rencontré dans le cadre du coup de cœur des lycéens. Pour le prix Prince Pierre de Monaco, qu'on connaît bien, qu'on soutient d'ailleurs dans cette émission. Exactement. Et c'est une autrice du coup que j'ai pu rencontrer et elle m'a expliqué un petit peu et c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rosalie et qui décide un jour qu'elle s'appelle plus Rosalie, qu'elle s'appelle Jean Rochefort comme l'acteur. Oui. Et pourquoi Jean Rochefort ? Je sais pas trop. Je crois que c'est un acteur que l'autrice aimait beaucoup. Ouais. Mais il y avait pas de raison précise. C'est-à-dire qu'elle se réveille, elle a une moustache. Elle se réveille, elle se dit j'ai une moustache. C'est ça. Et elle s'appelle Jean Rochefort. Et c'est pas du tout un changement d'identité, un changement de genre. C'est parce que cette petite fille, elle est malade en fait. Elle souffre de dépression chronique. Et pourtant, le livre est assez léger. C'est complètement contradictoire, paradoxal. Et c'est un livre très très drôle. Ouais. Et oui, vraiment. Il y a beaucoup d'humour noir. C'est vrai qu'au bout d'un moment, elle prend les nuggets qu'il y avait à la fête d'anniversaire, elle les met dans une urne et elle se rend pas compte que c'est une urne et tout le monde est stupéfait. Elle se dit « Ah,
peut-être un truc qui va pas. Baignade avec les cendres Avec de des cendres, quelqu'un. c'est ça. Oui. C'était Alors, pas... c'est effectivement un livre sur la dépression, hein, en filigrane comme ça. Tu penses qu'il peut aider certains ados en difficulté? Oui, je pense qu'il peut aider. Enfin, en tout cas, moi, il m'a aidé parce que je me suis reconnue dans le rôle de Rosalie. J'avais un masque au bout d'un moment. Donc, elle prend le masque de Jean Rochefort. C'est très bizarre, mais radical. C'est sûr que nous aussi, en tant qu'ados, parfois, on peut prendre des masques pour cacher nos sentiments et nos erreurs. Quel genre de masque tu avais, toi? J'avais le masque de la fille gentille, rigolote, qui supporte un petit peu tous les trucs qu'on lui dit, alors que pas forcément, elle les apprécie. Les sarcasmes. Les sarcasmes, exactement. Alors qu'au fond de toi, c'était difficile. Au fond de moi, c'était un peu dur, oui. Et après ce livre, ça t'a soulagée? Oui, ça m'a soulagée. Je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule et que c'était normal, en fait. Qu'il fallait juste s'en détacher au bout d'un moment. C'était une phase qui devait arriver. Merci Clotilde. Terminale, c'est le bac? C'est le bac. Bon, bonne chance pour le bac. Merci beaucoup. Le grand oral, c'est important, le grand oral. C'est très important. Tu as fait de la télé, maintenant tu es calé pour le grand oral. Merci beaucoup, je te souhaite le meilleur pour la suite. À très bientôt Clotilde. Merci Jessica, merci à vous aussi. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Cette émission vit aussi sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et en podcast. Faites passer le message. Merci à la formidable équipe qui m'accompagne. Bon week-end et bonne semaine à vous tous. À la semaine prochaine.